Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Montre ton calibre. Je voulais vous présenter ma Seiko Prospex Alpiniste Mountain Glacier, donc le nom est très compliqué. C'est la référence SPB 199J1 qui est donc une édition limitée à 2020 exemplaires qui était sortie en novembre 2020. Actuellement, il y en a déjà plus. Et celle-ci a le numéro 1211. Voilà. Alors, c'est une montre qui a des dimensions très contenues. On est sur une épaisseur de 13,2 mm. On est sur un diamètre de 39,5, une hauteur de corne à corne de 46,4 et on est sur un poids plume de 87 grammes. Je vous avais présenté il y a assez peu de temps une Yema Superman. Vous voyez, c'est à peu près la même taille que la Yema Superman qui est en 39 mm. Voilà. Donc cette montre, au niveau des complications, elle a un cyclope avec la date à 3 heures. Première petite critique, je trouve parfois assez peu lisible en fait ce qu'il y a dans le cyclope. Enfin, il faut vraiment un angle parfaitement en face. Et je vous avais également présenté une King Turtle et je trouve que le cyclope était beaucoup plus large. Enfin, là on dirait pas trop en vidéo, mais parfois on voit pas bien ce qu'il y a marqué dedans. Enfin bon. Voilà, il y a en tout cas un cyclope avec la date à 3 heures. Ensuite, il y a une boussole dans une lunette interne. Donc si je zoome, vous voyez, on peut la faire tourner avec la couronne qui est à 4 heures. Donc pour que ça fonctionne tout simplement, en fait, vous positionnez votre montre, l'aiguille des heures vers le soleil, quand vous êtes dans l'hémisphère nord, je précise. Donc vous positionnez à plat votre montre avec l'aiguille des heures qui pointe vers le soleil, et ensuite la différence entre le soleil et 12 heures, ça fait le point du sud. Donc là, il faudrait que je tourne la boussole pour afficher le sud vers ici, vous voyez, pour que ça fasse la moitié de cette zone-là. Bon, voilà, c'est un gadget, personne s'en sert, enfin c'est marrant à s'en servir, j'ai remarqué, effectivement, c'est plutôt précis. Voilà, ça aide quand même, ça peut aider à se repérer quand vous n'avez pas votre téléphone sur vous, par exemple. Ensuite, c'est une montre qui est étanche à 20 bars. Alors 20 bars, il y a une petite différence par rapport aux montres de plongée Seiko 200 mètres, c'est qu'elle n'est pas diver, donc elle n'a pas la certification, ce qui peut expliquer son prix, sur lequel on reviendra plus tard, plus modéré que les divers 200 mètres. Mais bon, elle résiste quand même à 20 bars, donc vous pouvez quand même vous baigner avec. C'est très sympa à ce niveau-là, c'est très polyvalent. J'essaie de trouver un angle où on peut la voir, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je la bouge, ça change vraiment beaucoup en fonction des reflets. Bon, il y a pas mal de lumière dans la pièce aussi. Ensuite, on passe donc au calibre. Le calibre, c'est le 6R35, donc c'est le nouveau calibre qui a été mis depuis cette année au moins, enfin depuis 2020 au moins, qui a remplacé celui qu'il y avait dans les anciennes alpinistes. Donc l'ancien, c'était le 6R15 avec 50 heures de réserve de marche. Là, avec le 35, on passe à 70 heures 70 ou 72 heures même de réserve de marche, avec une précision de plus 25, moins 15. C'est un calibre avec 24 rubis, qui a le stop seconde. Et c'est un calibre par contre à 21 600 alternances, donc on peut voir que l'aiguille est peut-être, l'aiguille des secondes est un petit peu moins fluide par exemple que sur cette Yema qui est à 28 800. Mais bon, ça reste beaucoup plus fluide que sur une quartz, bien évidemment. D'ailleurs, je pense que c'est en réduisant cette fréquence que Seiko arrive notamment à passer de 45 heures sur ces 4h35 à 70 heures. Donc c'est aussi un mouvement, je l'ai vu en fait en regardant l'arrière, qui est anti-magnétique. Alors c'est très légèrement anti-magnétique, c'est du 60 Gauss ou 4800, je sais pas quelle est l'unité, c'est A/M, donc voilà, 60 Gauss. Ensuite, au niveau du verre, je lis ma petite fiche.
Au niveau du verre, on est sur un verre saphir traité anti-reflet à l'intérieur. Donc voilà, effectivement, là, il y a beaucoup de lumière et c'est vrai qu'il y a pas vraiment de reflet. Elle s'en sort plutôt pas mal, hein, parce que je peux vous assurer qu'il y a vraiment beaucoup de lumière sur elle, hein. Euh, voilà, ensuite le cadran. Donc le cadran, il est dit par Seiko qu'il est vert émeraude, qui rappelle les glaciers de haute montagne, et les colorations particulières qui évoquent la montagne quand ça change de saison. Bon, le marketing c'est bien sympa, moi je trouve qu'il est bleu. Donc il me tarde que la saison de l'hiver passe pour qu'on passe au printemps, pour voir si ça change effectivement ou pas de couleur. Moi je trouve qu'il est très bleu, enfin bleu-gris c'est vrai, mais vert, je sais pas, je trouve pas. Bon, en tout cas il est soleillé, il est très beau en tout cas ce cadran. Les index sont en relief, donc il y a une alternance de chiffres arabes et de marqueurs en triangle. Les aiguilles, ce sont des aiguilles de type cathédrale. Je trouve ces aiguilles vraiment, vraiment sublimes. Enfin, vraiment, j'adore l'aiguille des heures notamment. Et elles sont recouvertes de Lumi-Bright. Voilà. Alors il y a également du Lumi-Bright en dessus des index. Voilà, en dessus des chiffres et des triangles, on peut voir qu'il y a du Lumi-Bright. Bon, dans la nuit, elle éclaire pas énormément, hein. C'est surtout les aiguilles qui éclairent bien, mais bon, ça n'a rien à voir avec une diver au niveau de l'éclairage. Le fond de boîte. Alors, le fond de boîte est transparent, donc on peut voir le mouvement qui est vraiment pas décoré, qui est pas spécialement beau à regarder. On peut voir la masse oscillante qui tourne. Puis il y a toutes les indications, donc voilà, le mouvement, le symbole pour l'antimagnétisme qui est là-bas. Donc voilà, Made in Japan, water résistante 20 bar, top saphir cristal, et voilà, et puis là il y a le numéro 1211 sur 2020. Voilà. Ensuite, concernant les bracelets. Alors les bracelets, ils sont pas terribles, moi ils me font mal. Ils me font mal au poignet quand je les mets. Il n'y a pas de... Je sais pas. Soit c'est trop serré et ça me fait franchement mal, soit la montre se balade complètement sur mon poignet à la position d'après. Je suis pas fan du tout de la couleur du bracelet en cuir, qui est pas un cuir d'une immense qualité. La boucle, donc c'est un fermoir à boucle déployante avec l'ouverture par pression. Bon, c'est pratique comme système. Moi, je trouve que c'est désagréable en fait à porter. Je trouve que ça fait mal. Voilà. Soit c'est trop serré, soit ça me fait vraiment mal et ça me marque, soit si je fais un cran de moins, la montre se balade complètement. Bon, j'ai fini un petit peu pour tout ce qui est spécification, hein. Je vous parlais un petit peu de l'histoire, un petit peu de la alpiniste. Donc c'est une histoire quand même qui a commencé à la fin des années 50, hein, puisqu'elle a été présentée en 1959. Alors ça ressemblait pas du tout à ça, ça faisait beaucoup moins robuste, ça faisait presque un peu montre habillée quand on le regardait de face. Donc c'était la première version, la Laurel alpiniste, hein, qui a été produite à partir de 61. C'était vraiment une montre où l'objectif était de d'être une montre de terrain fiable, robuste et précise et aussi abordable pour les alpinistes, étant donné que le Japon est quand même un pays où il y a pas mal de montagnes, hein. Voilà. Ensuite, bon, il y a eu pas mal de versions qui se sont succédées. Euh, je vais sortir ça. Il y a eu pas mal de versions qui se sont succédées. C'est vrai, quand on regarde comme ça, il y a peut-être un petit côté vert. Ouais, bon, c'est assez subtil, hein. Donc notamment, il y a eu l'ancienne, hein, avec la version verte, la Sarb 017, qui est très prisée, très recherchée. Les prix d'ailleurs en occasion s'envolent. J'ai vu des occasions à 500 euros en Asie et plus de 1000 euros en Europe. Alors que c'était une montre à l'époque qui se vendait, je crois, autour des 500 euros. Enfin voilà, les prix s'envolent beaucoup en Europe. Et donc cette version, c'est celle qui est apparue début 2020 ou fin 2019, je sais plus exactement. Celle-ci que je vous présente
C'est novembre 2020, mais la première version qui a eu le Cyclope et le nouveau mouvement, c'était voilà, début 2020, fin 2019. Donc c'est une gamme, l'alpiniste, qui est rentrée en fait dans la gamme Prospect, qui est donc la gamme professionnelle automatique de Seiko. Alors, bon, jusque-là, je peux pas critiquer. Par contre, il y a quand même des choses que j'ai envie de critiquer sur cette montre et sur Seiko en général, ce qu'ils font de plus en plus. C'est déjà, les prix ont beaucoup augmenté depuis cette année. Ça avait déjà commencé avant, mais ils ont beaucoup augmenté en 2020. Alors oui, elle a un Cyclope, elle a un nouveau mouvement, mais personnellement, alors le mouvement, il est censé faire du plus 25, moins 15. Moi, je suis à moins 20 avec celle-là, donc je pense aller à la boutique Seiko à Bordeaux pour voir ce qu'on peut faire hein, avec la garantie. Je sais pas si on peut... Enfin voilà, je verrai. J'ai jamais eu de soucis de précision à l'heure actuelle sur mes montres. Mais voilà, moi je suis à moins 20 secondes par jour, donc ça m'embête un petit peu quand même. Hein. C'est beaucoup, je trouve. Tous les 3 jours devoir la régler, ça m'embête un peu. Euh, et ensuite, voilà, malgré les prix qui augmentent, on a quand même un calibre qui est présent de 750 à presque 2000 euros. Ben, enfin, ça reste des spécifications plus 25, moins 15 qui sont très larges, quoi. Enfin, je trouve que c'est assez décevant. Je pense qu'avec l'augmentation de prix, ils auraient vraiment pu faire un effort pour garantir plus de précision sur ce mouvement. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais votre avis m'intéresse en tout cas. Mais je trouve que face à, voilà, sur un mouvement 6R35 qui est présent jusqu'à des montres à 1500 euros, avec encore une fois beaucoup de séries limitées, en face il y a du SW200-1 ou du ETA 2824-2 qui sont parfois certifiés COSC et qui sont beaucoup plus précis que ce mouvement-là. Donc bon, c'est dommage à ce niveau-là. Et ensuite, il y a quand même un truc chez Seiko qui m'embête de plus en plus, c'est quand même cette surmultiplication des modèles limités. Il y en a trop. À peine celui-ci était terminé, qu'ils viennent en relancer un en série limitée avec un exemplaire de plus. Il y en a 2021 maintenant. Bref, tout ça, ça fait que le marché gris, ça explose. Cette montre, elle vaut plus cher actuellement en occasion qu'elle ne valait neuve, parce qu'il n'y en a plus. Le prix moyen, je crois, sur Chrono 24 d'occasion, c'est 1022 euros et ça monte tous les jours. Je me rappelle que juste après qu'elle soit sortie, il y avait des gens qui les vendaient à 1600, 1700, 1800, 2000 euros. Enfin, c'est assez de la folie. Donc, j'aime pas du tout la ligne de conduite que prend Seiko à sortir des séries limitées tout le temps et, euh, et à faire augmenter les prix comme ça. Enfin, voilà. Là, ça fait de la spéculation. Et c'est dommage parce que ça fait augmenter du coup encore plus les prix, puisque sur le marché gris, voilà, c'est un cercle vicieux. Bon, mis à part ce coup de gueule hein, sur le défaut de précision de cette montre et sur la politique de Seiko, je trouve que c'est quand même une montre très sympa, hein, cette alpiniste de 2020, cette Mountain Glacier. C'est voilà, c'est une montre qui très polyvalente, qui est très belle, qui voilà, qui passe très bien, quelle que soit la façon dont on s'habille. Faut juste changer le bracelet, hein, selon moi. Mais voilà, c'est une montre que j'aime beaucoup par sa polyvalence et aussi surtout par son histoire quand même, puisque c'est une gamme qui est sortie il y a quand même maintenant très longtemps. Et voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis peut-être à la prochaine sur cette chaîne de Montre ton calibre. Allez, ciao tout le monde.